Alors, je commencerai par honnêteté intellectuelle et par respect pour un camarade qui n'est pas parmi nous, par rappeler que ce topo est celui d'un camarade, Xavier, postier du 92 et qui fait partie de la direction d'AER, qui ne peut pas être parmi nous, malheureusement, voilà, comme Ina. C'est un exposé qu'on a fait lors de notre stage dans le cadre de l'anniversaire de la Révolution de 17. L'objectif, c'est ni de faire l'histoire de la Révolution russe, ni de faire quelque chose d'exhaustif sur la constitution du parti bolchevique, mais c'est notamment de revenir sur quelques épisodes qui nous apparaissent marquants et qui sont trop souvent oubliés dans l'histoire de la Révolution russe, et notamment la naissance du mouvement ouvrier en Russie. Voilà. Donc ça sera vraiment, on va insister sur les tout débuts de la constitution du mouvement ouvrier et du parti bolchevique, des épisodes qui sont peu connus et qui nous paraissent intéressants aujourd'hui, surtout qu'on est dans une situation actuellement, vu l'état du mouvement ouvrier, plutôt de reconstruction du mouvement ouvrier, et que donc la situation à laquelle ont été confrontés les révolutionnaires en Russie, de construction de A à Z d'un mouvement ouvrier, d'un parti, puis d'un parti révolutionnaire, en découvrant à chaque étape des éléments stratégiques sur comment construire le parti, dans la situation actuelle de reconstruction du mouvement ouvrier, peuvent nous être, je pense, particulièrement utiles. Donc voilà, donc ça c'est pour les objectifs. En gros, traditionnellement, ce qu'on dit, c'est que le parti bolchevique, il est né en 1903, voilà, la division du parti ouvrier social démocrate de Russie, avec d'un côté les minoritaires, les mencheviks, et de l'autre côté les bolcheviks, les majoritaires. Et la manière dont on résume la plupart du temps les divergences entre les mencheviks et les bolcheviks, c'est de dire, bon, la question c'était qui peut être membre du parti. Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste OK avec le programme, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un militant, qui est activement engagé dans toutes les activités du parti, dans au moins une des organisations du parti. Donc en gros, la question c'était comment faire partie et créer un parti, une organisation révolutionnaire face à un des États les plus répressifs du monde, qui était la Russie. Donc la question de comment tu construis ton parti et quels sont les statuts de tes membres, c'était pas une petite question. Donc voilà, soit tu soutiens le parti, hein, simplement, soit tu es actif et impliqué. Bon, voilà, ça fait ce débat, c'était quand même un débat entre construire un parti d'avant-garde ou construire un parti large. Hein. Toute ressemblance avec des éléments actuels serait complètement fortuite, évidemment. Donc, c'est comme ça qu'on résume ce débat la plupart du temps sur la création du parti bolchevique. En vérité, cette histoire, elle est à la fois beaucoup plus complexe et aussi plus intéressante pour les éléments à en tirer. Hein. La constitution en fait officielle des bolcheviks en tant que parti, c'est en 1912, où les bolcheviks, où le parti bolchevique est né. En vérité, la constitution de ce courant remonte bien avant. Si on veut comprendre d'où viennent les bolcheviks et d'où viennent les révolutionnaires en Russie, il faut remonter aux années 70-80. Voilà. Sinon, c'est impossible de comprendre comment une poignée, vraiment c'était une poignée, on va le revoir dans l'histoire, d'intellectuels, tels qu'ils étaient en 1903, a réussi à passer de cette poignée d'intellectuels à diriger la plus grande révolution sociale de tous les temps, et a réussi, sans revenir sur ce tout début dans les années 1870-80. Donc, d'abord le contexte, c'est quoi? C'est la Russie. La Russie, quand on a dit, j'ai parlé d'État, un des États les plus répressifs du monde, voilà, si on était en termes de budget, que ce soit nous, dans l'État espagnol, en Italie, en France, régulièrement on gueule sur le budget de l'éducation qui est pas assez important par rapport au budget de la défense et tout. Le tsarisme, c'est assez simple, c'est 80% des dépenses de l'État consacrées à la répression. Donc c'est quand même un effort assez conséquent. Et c'est une société qui est en crise, la société tsariste, car elle est doublement instable. D'abord, elle est instable parce qu'elle est économiquement en retard.
mais elle est aussi instable parce que à la fois elle est en retard économiquement et à la fois elle est moderne par la composition de sa classe ouvrière et la concentration de sa classe ouvrière, vu qu'elle a une classe ouvrière qui est très concentrée dans des villes. Donc en gros, la société russe, à cette époque, il faut s'imaginer qu'à quelques kilomètres de distance, il y a des paysans qui vivent dans des conditions semblables à celles du XVIIe siècle, et il y a des usines qui sont parmi les plus modernes du monde. Donc vous voyez un peu la situation et l'instabilité que ça peut provoquer. C'est dans cette situation que, à la fin des années 1870, à partir des années 1870, il y a une génération de jeunes qui se sont consacrés et s'engagent à corps perdu dans la révolution et dans l'idée d'abattre le régime tsariste. C'est une génération à la base de jeunes de 20-25 ans dans les années 1870 qui vont devenir des révolutionnaires professionnels. Voilà, des révolutionnaires professionnels. Bon, nous, quand on parle de ça autour de nous, c'est quand même dans la tradition, les bolcheviks, les révolutionnaires professionnels, la caricature, c'est un petit peu des gens qui n'ont pas de vie, et c'est pas vu de manière ultra positive. La vérité là-dessus, c'est que ça a eu quand même une utilité très importante, le fait qu'il y ait une génération de jeunes qui rompent avec leur famille bourgeoise ou petite bourgeoise et avec la carrière qui leur a été promise et se consacrent à la révolution. Ça a eu un rôle clé dans les événements qui vont avoir lieu par la suite. Pour sortir un petit peu de la vision caricaturale du révolutionnaire professionnel comme étant quelque chose de négatif, je vais vous lire un petit passage assez, voilà, qui est assez représentatif d'un livre de Trotsky sur Staline, où il revient sur cette toute première génération de jeunes en Russie. Alors ce qu'il disait, voilà, je vais le lire, ce sera plus simple que paraphraser. Le révolutionnaire professionnel est un homme qui se consacre entièrement au mouvement ouvrier. C'est possible de baisser le micro ou pas? D'accord. Alors, donc, le révolutionnaire professionnel est un homme qui se consacre entièrement au mouvement ouvrier dans les conditions de l'illégalité et de la conspiration forcée. Le premier venu n'est pas capable de cette décision et ce ne sont certes pas les pires qui la prennent. Le mouvement ouvrier du monde civilisé connaît nombre de fonctionnaires et de politiciens professionnels. Ça, c'est quelque chose qui continue à rester vrai aujourd'hui. La plupart se distinguent par leur esprit conservateur, leur égoïsme, leur manque d'horizon. Ils ne vivent pas pour le mouvement, mais ils vivent du mouvement. Comparé du coup aux fonctionnaires ouvriers d'Europe ou d'Amérique, le révolutionnaire professionnel moyen de Russie était indéniablement un personnage autrement sympathique. Non. Le révolutionnaire professionnel moyen de Russie était indéniablement un personnage autrement sympathique. La jeunesse de la génération révolutionnaire coïncidait avec celle du mouvement ouvrier. C'était l'époque des hommes de 18 à 30 ans. Les révolutionnaires plus âgés, au-delà de 30 ans, se comptaient sur les doigts de la main et paraissaient des vieillards. Je ne sais pas pourquoi Franco lève la main. Le mouvement ignorait complètement l'arrivisme. Il vivait de sa foi en l'avenir et de son esprit de sacrifice. Il n'y avait ni routine, ni formule conventionnelle, ni gestes théâtraux, ni procédés oratoires. Il y a des mots qui aujourd'hui nous paraissent très simples et qu'on connaît tous, mais à l'époque, des mots comme comité ou parti, ils étaient tout neufs.
Et avec leur fraîcheur, ils avaient pour les jeunes révolutionnaires de l'époque une résonance attirante et troublante. Et si on parlait de révolutionnaires professionnels, c'est pas pour rien, quand je parlais d'état répressif, c'était que celui qui entrait dans l'organisation savait que la prison et la déportation l'attendaient dans quelques mois. Du coup, on mettait son point d'honneur à tenir le plus longtemps possible avant l'arrestation, à se comporter avec fermeté en présence des gendarmes, à seconder le plus possible les camarades qui étaient arrêtés. Et quand on était à prison, l'objectif, c'était de lire le maximum de livres, s'évader le plus vite de déportation pour pouvoir s'exiler et faire un exil, provision de science, pour rentrer et reprendre le travail révolutionnaire. Et donc, pour cette génération, la solidarité sous les persécutions n'était pas un mot creux. Voilà. Donc, en gros, l'ordre des révolutionnaires professionnels pouvait sans peine supporter la comparaison avec n'importe quel ordre social. Et c'est sûr que ce que disait Trotsky à ce moment-là, en comparant aux fonctionnaires ou aux politiciens professionnels aujourd'hui, c'est que c'est exactement le contraire. C'est un petit peu comme quand on parle de dictature du prolétariat et la trahison stalinienne, c'est de caricaturer la dictature du prolétariat comme la dictature sur le prolétariat, alors que c'est la dictature par le prolétariat sur les classes dominantes. Ben les révolutionnaires professionnels, c'est des gens qui, au lieu, comme aujourd'hui dans la vie de tous les jours, les politiciens professionnels et les membres de l'État vivent de la politique voilà, tirent profit sur notre dos. Tout le contraire, les révolutionnaires professionnels se consacraient complètement et sacrifiaient voilà, leur existence à l'activité politique. Voilà. Donc ça, c'était, si j'ai pris le temps de lire ça, c'était qu'en fait, c'était la norme même, c'était la norme type du militant de la génération qui allait des années 1870 jusqu'aux années 1905-1907. Donc voilà, toute cette génération dont l'objectif, ils ne sont pas allés directement vers le marxisme, c'était d'abattre le régime tsariste et son injustice. Il y a eu une première génération de militants marxistes dans les années 1880 qui a émergé, en gros autour d'un discours d'un militant qui s'appelle Plekhanov, et qui pour le premier avait dit que le mouvement révolutionnaire pouvait gagner en Russie, et que s'il gagnait, ça serait comme un mouvement ouvrier. Et que pour renverser la dictature en Russie, ce seraient les travailleurs qui pourraient mener cette tâche et qu'il faudrait se tourner vers eux. Ça, c'était pas du tout évident à l'époque, vu que les toutes premières méthodes qu'a utilisées la première génération de militants révolutionnaires, notamment autour des populistes, c'était d'abord de se tourner vers les paysans et d'essayer de s'appuyer sur leur tradition collectiviste pour changer la société. Ça, c'était les populistes. Ça a été un échec total, parce que bon, les paysans les ont renvoyés chez eux assez rapidement. Et du coup, vu que ça a été un échec total, ils sont passés d'un tournant vers la paysannerie, les populistes, à un tournant terroriste avec les attentats, notamment tentative d'attentat contre le tsar en 1881. Et donc là encore, c'est des débats qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que les populistes, ils avaient commencé à théoriser quelque chose. S'il y a des minorités courageuses qui, par des actions exemplaires de type terroriste, peuvent prouver leur courage vis-à-vis du régime tsariste, ils vont faire exemple et ils vont conscientiser. Ça, évidemment, comme le tournant vers la paysannerie, ça a été un échec total.
Et c'est pour résoudre ce problème stratégique que Plekhanov, pour la première fois, dit oui, la révolution, elle peut avoir lieu en Russie, et ça sera basé sur les travailleurs. Sauf que la génération de Plekhanov, c'est une réflexion théorique, c'est des intellectuels, ça reste un discours, mais qui n'a pas d'application pratique. Mais il y a une deuxième génération de militants, à partir de 1890, qui utilise la perspective programmatique générale tracée par Plekhanov, c'est-à-dire de se baser sur les travailleurs, pour essayer de lancer une véritable activité politique. Alors, quand cette deuxième génération se lance, et c'est là que c'est intéressant, donc à la base c'est des intellectuels, et donc ce qu'à l'époque tout le monde faisait, vu que l'objectif qui a été tracé, c'était de se tourner vers les travailleurs, c'était des cercles de discussion autour de livres. Et donc être ouvrier gagné par le parti, ou le début de parti, en tout cas gagné par les révolutionnaires en Russie à l'époque, ça voulait dire apprendre à lire, découvrir la science. Et donc il y avait cette génération de jeunes intellectuels qui allaient à la rencontre des ouvriers, qui organisaient des cours du soir, des cours du dimanche. Et en gros, tous les militants de cette génération de jeunes révolutionnaires, leur objectif, c'était de se débrouiller pour devenir prof dans les écoles du soir pour les ouvriers. Et c'est dans ce cadre-là, quand il y a une jeune génération de révolutionnaires professionnels, d'intellectuels qui rencontrent des ouvriers, qui a un début de vague gréviste en 1896, notamment une grosse grève dans le textile. Et en gros, on peut dire un début de grève gréviste, donc avec cette grève dans le textile en 1896. Et on peut dater en gros le début de la révolution russe de ce début de vague gréviste en 1896. Et donc en gros, c'est le premier grand élément qui explique la formation d'un parti à l'époque. C'est cette couche de travailleurs avancés qui va s'armer dans ces premières vagues de grève et qui cherche des idées pour combattre le patronat et le régime tsaritien, avec un autre groupe de personnes, c'est cette jeune génération d'intellectuels qui avaient décidé de se consacrer à la révolution. Donc, pour revenir, parce que quand même c'est une situation qui est très particulière, il faut s'imaginer ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les cours, on est dans une situation d'illégalité face au tsarisme. Ça veut dire que tu as des intellectuels qui prennent contact avec des ouvriers qui ont été actifs dans une grève et qui se donnent rendez-vous dans les bois au fond d'une forêt pour discuter en groupe de 10 ou 15 ans autour d'un livre d'Engels ou de Marx. Et à la fin de la réunion, parce que non seulement on doit aller se cacher dans la forêt pour faire la réunion, mais on a un nombre limité de livres. Ils n'avaient pas WhatsApp, Facebook et un certain nombre de moyens qu'on a quand même aujourd'hui pour militer. Et après, on découpe le livre d'Engels qu'on a discuté à la réunion en 5 parties. Et il y a 5 ouvriers qui partent à la fin de la réunion avec 5 morceaux du livre d'Engels qu'on a déchiré. Donc c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Des réunions dans les bois avec des livres déchirés qu'on partageait. Mais ce qui a été déterminant, c'est cette rencontre avec cette génération d'intellectuels, voilà, et ces ouvriers, ces travailleurs avancés. Mais on voit bien que ça, c'est limité si on veut vraiment aller vers une activité ou aller vers un parti. Et donc, dans cette deuxième génération militante qui essaye d'appliquer concrètement l'idée de Plekhanov sur se tourner vers les travailleurs, ils appliquent toute cette orientation-là et ces réunions dans les bois. Mais au bout d'un moment, ils se disent, les bouquins, c'est sympa, c'est cool, mais en vérité, ça aide pas vraiment dans leur activité quotidienne, les ouvriers et les travailleurs, pour gagner leur grève et leur lutte dans les usines. Et donc, il y a un tournant. Là, c'est autour de militants comme Martov
et Kremer, dans les années vers 1895-1896, où ils disent ben, les livres c'est pas assez, ce qu'il faut c'est vraiment lier la réflexion théorique pour armer les travailleurs et les ouvriers dans leur lutte quotidienne. Et là émerge pour la première fois l'idée de bulletin. Et donc ce que disent Martov et Kremer, c'est que l'objectif des révolutionnaires, ça doit être de rédiger des bulletins qui permettent d'armer au quotidien les ouvriers et les travailleurs dans leur lutte. C'est au même moment que Lénine fait un effort de travail théorique et écrit, bon voilà, si vous regardez les œuvres complètes de Lénine, il y a un tome entier sur les matériaux préparatoires à cette phase-là, l'écriture des bulletins, etc. Ils écrivent des brochures. Et il y a notamment une brochure de Lénine sur les amendes. C'était quelque chose de très concret à l'époque. C'est-à-dire que suivant ce que faisait un ouvrier ou un travailleur dans une usine, il recevait des amendes très importantes et limite confiscatoires sur son salaire. Et sur cet exemple des amendes, pour la première fois, Lénine, il va partir d'un problème très concret qui se posait à tous les travailleurs et tous les ouvriers dans des usines en Russie. Et c'est pas une petite brochure, c'est 30 pages. Et en partant de ce problème des amendes, il va dérouler la pelote et le but de sa brochure, c'est de démontrer que si un ouvrier veut vraiment s'en sortir par rapport au problème des amendes, évidemment, il doit mener une lutte dans son entreprise. Mais cette lutte, il doit la mener avec les autres ouvriers. Et au bout du bout, s'il veut vraiment gagner, il ne faudra pas seulement mener la lutte dans son entreprise, il faudra aller jusqu'au renversement du régime. Et donc, c'est la première fois que les révolutionnaires, ils essayent de prendre une mesure qui parle concrètement aux travailleurs, pour prouver que si cette mesure, qui correspond à la satisfaction des besoins des ouvriers, on l'amène jusqu'au bout, ben ça veut dire aller jusqu'à renverser le système. Alors ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu notre quotidien dans ce que nous on appelle la démarche transitoire. Mais c'est la première fois voilà, qu'ils avaient fait cette expérience-là. Et de la même manière, ils transforment leur réunion autour des bouquins. Maintenant, quand ils font une réunion autour d'un livre, c'est plus on parle du livre de Marx et d'Engels pendant une heure. C'est première moitié sur le livre. Et deuxième moitié, dans cet écrit de Marx et d'Engels, qu'est-ce qu'on a comme leçon pour notre action aujourd'hui quotidienne? En quoi ça va nous être utile pour les prochaines grèves, pour les prochaines luttes des travailleurs? Donc on voit un petit peu le boulot qui est fait à chaque fois par rapport aux obstacles qui sont rencontrés et l'évolution. Et donc c'est comme ça qu'ils développent au final l'outil du bulletin. Le bulletin, ça devient à partir de l'expérience concrète, avec des brèves. Des brèves, aujourd'hui ça nous parle sur l'activité dans l'usine ou dans l'entreprise. Comment partir de cette expérience concrète des ouvriers pour en arriver à la nécessité de renverser le régime. Et ça sera ça le format des bulletins avec des brèves qui vont développer à cette époque-là. Et donc voilà, c'est la première tradition donc, du POSDR, du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, des militants jeunes qui vont à la rencontre d'ouvriers et qui essayent de lier les idées générales que eux ont eues dans leur lecture avec l'expérience de la lutte des classes, des travailleurs avancés avec lesquels ils travaillent. Au départ, tous ces militants révolutionnaires, ils ont fait ça, il faut bien comprendre, de manière isolée, indépendamment des uns des autres. Nous, on a quand même si c'est compliqué, des restes de partis, de syndicats, d'organisations, de mouvements ouvriers. Eux, ils n'avaient rien. Ils ont commencé à faire ce boulot autour de bulletins, isolés les uns des autres, sans avoir de lien. Et donc, ils ont fait ce boulot de A à Z, en découvrant eux-mêmes les choses. Mais évidemment, ça a été particulièrement formateur pour toute cette génération.
Donc voilà, donc ça c'est le premier enseignement, lié à l'activité concrète, l'orientation politique générale. La deuxième étape, ça a été l'étape de la centralisation. Donc là on voit qu'on est à une étape où les gens sont isolés, ont une activité qui est de plus en plus utile pour les travailleurs, mais isolés les uns des autres. Donc il y a un premier congrès du Parti ouvrier social-démocrate, et au premier congrès est fixée la nécessité que face à un État puissant en Russie, il faut une organisation centralisée. Donc ce premier congrès, il a lieu en 1898. On en parle rarement, parce qu'on ne peut pas dire que la centralisation a été une réussite. Le congrès il réunit 9 délégués, tous des intellectuels, sauf un travailleur. Et 8 des délégués sur 9 se font tous arrêter et se retrouvent en prison le lendemain du congrès. Donc vous imaginez bien que pour l'objectif de centralisation et de construction de la direction, il y avait un petit échec. Et donc, il faut voir que en face, le régime tsariste, ça rigolait pas, et qui voyait bien le danger que constituait cette génération de révolutionnaires professionnels. Et donc voilà, donc le premier congrès, échec total, tout le monde se retrouve en prison, et on n'arrive pas à aller plus loin sur la centralisation. Lénine, Plekhanov et les dirigeants de la deuxième génération, ils suivent tout ça, et leur objectif, c'est d'unifier tous les cercles ouvriers qui existaient sur un programme clair et avec une organisation rigoureusement centralisée. Donc ça commence par un exil, comme je viens de le dire, pour donner une idée sur les 10 militants qui seront en exil, concernés par cette situation. Ils ont accumulé 7 ans de prison ou d'exil sur les 10. Donc s'installer à l'étranger, c'est la seule méthode pour eux pour continuer le travail. Et il y a 6 personnes qui s'installent à l'étranger avec l'objectif d'unifier le mouvement marxiste en Russie pour renverser une des dictatures les plus puissantes et les plus répressives du monde. Alors il faut bien voir que cette idée d'aller à 6 depuis l'étranger pour centraliser le mouvement ouvrier en Russie et abattre le régime tsariste, c'était pas évident et ça apparaissait un peu fou à toute une série de militants à l'époque. Et c'est ça qui a créé un des premiers débats dans le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, bien avant le débat bolchevique-menchevique. C'est le débat entre ces militants, du coup, exilés, qui théorisaient le fait qu'on pouvait prendre le pouvoir en Russie et renverser le régime, et ce qu'on appelait les économistes. Les économistes qui disaient que dans l'état actuel du mouvement en Russie, les travailleurs, ils devaient apprendre à se battre, déjà, c'était pas mal, se renforcer, se former, que ça c'était l'objectif des sociodémocrates, mais que par contre la question de la politique, la politique générale, renverser le régime tsariste, etc., c'était pas l'affaire des ouvriers, des travailleurs, c'était pas la tâche de l'heure pour les révolutionnaires en Russie. Que cette lutte politique, on l'a laissée à la bourgeoisie, pour l'heure. C'était encore l'histoire des étapes. Donc là, on est à une étape. On reste dans le cadre de l'entreprise, de l'usine, sur la lutte économique. Et le fait de renverser les régimes, c'est une autre classe sociale qui va s'occuper de ça, c'est la bourgeoisie. Alors, évidemment, c'est un débat qui n'est pas inintéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la manière dont l'ont mené les économistes dans le parti, il y a leur orientation, mais aussi la manière dont ils l'ont mené, c'est qu'ils ont dit, alors évidemment, on n'est pas d'accord du coup avec vous sur le programme, mais c'est pas grave, parce que si on discute du programme, on va se diviser, et donc ça sert à rien. Et donc ce qu'ils ont proposé à Lénine et aux camarades en exil, à cette génération de révolutionnaires professionnels qui voulaient renverser le tsarisme, c'est ne parlons pas du programme. Vous voulez renverser le régime, nous on dit qu'il ne faut pas, mais on est tous dans le même parti, tout va bien. Et on fait chacun avec notre programme, et ça se passera tranquillement. Et alors,
là, du coup, aussi sur une question organisationnelle, ce qu'ont répondu Lénine, les révolutionnaires professionnels et cette deuxième génération militante, c'était que ça allait pas se passer comme ça, et que bien sûr que discuter du programme, ça pouvait aboutir à des explosions ou des scissions, mais qu'il fallait en discuter, et notamment, c'est la manière dont Lénine a polémiqué avec eux, pour distinguer dans les questions programmatiques ce qui relève de désaccords fondamentaux et de désaccords secondaires. Parce que bon, si on n'est pas d'accord sur des questions essentielles, ce n'est pas la peine de se cacher les choses et de les maquiller en désaccords secondaires, parce que sinon à ce moment-là on reste dans un même parti, mais on est capable d'avoir aucune activité commune. Et ça sert à rien. Donc ça c'était le premier écueil identifié par Lénine. Mais il y a aussi un deuxième écueil. Si on prend des désaccords secondaires pour des désaccords fondamentaux, on va être amené à avoir des positions sectaires et à scissionner sans raison le parti, alors qu'on pourrait continuer à travailler ensemble, alors qu'on a des divergences de point de vue sur des questions qui sont secondaires. Donc l'attitude des camarades en exil, ça a été d'aborder ces questions de programme frontalement avec les économistes, alors même qu'eux ne voulaient pas les aborder. Ce qu'ils ont essayé de faire à ce moment-là, comme vous devez sûrement le savoir, c'est lancer un journal, les camarades qui étaient à l'étranger, qui s'appelait l'Étincelle. En russe, c'est Iskra. Et c'est pour ça que face aux économistes, ils étaient identifiés comme les iskristes. Et donc c'est les camarades iskristes qui étaient regroupés autour de ce journal. Ils réussissent à organiser le deuxième congrès en 1903, qui est représentatif de plusieurs centaines de militants. Et par un travail sérieux, ils arrivent, contrairement avec les leçons du premier congrès, à ne pas se faire arrêter, ce qui est utile pour continuer la centralisation. Pour avoir une idée des débats à l'époque, ce congrès, il réunit donc les iskristes réunis autour du journal L'Étincelle et des camarades rédigés par les camarades en exil et distribués en Russie. Les bundistes, le Bund, c'était le parti social-démocrate juif, qui était une des premières organisations constitutives du Parti ouvrier social-démocrate avec le parti polonais. Donc il y a les iskristes, les bundistes, et de l'autre côté les économistes. Donc les économistes, on a bien compris c'était quoi leur orientation, les iskristes aussi. Les bundistes, ils ont eu un rôle organisationnel absolument fondamental. On ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais le rôle qu'ils jouent dans ce premier congrès, c'est que, vu que c'est le Parti social-démocrate juif, ils sont attachés à leur autonomie dans le Parti ouvrier social-démocrate. Et donc, d'un point de vue organisationnel, ils vont défendre le fédéralisme dans le parti. Et du coup, ils vont voter avec les économistes sur le type de parti à construire. Et contre toute attente, au moment du congrès, les iskristes se divisent. Et donc c'est la première fois que parmi donc, ce courant, cette jeune génération militante, il y a une division. Et les iskristes se divisent entre les bolcheviks, qui mènent une bataille sur la question des statuts. Comme on l'a rappelé au tout début, je ne vais pas le rappeler, ça tout le monde le connaît, sur le statut du militant, etc. Et aussi sur la question du journal. Là, pareil, j'ai dit qu'il y avait certaines un petit peu erreurs qu'il pouvait y avoir sur l'analyse des débuts du parti bolchevique. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les bolcheviks, c'est leur nom majoritaire. On pense qu'ils ont été majoritaires sur les statuts à ce premier congrès. En fait, sur les statuts et sur le type d'organisation à construire, ils ont été minoritaires. Mais ils ont été majoritaires sur un point après qui peut apparaître complètement périphérique, mais qui est devenu absolument essentiel. J'ai expliqué, c'est que les iskristes, ça vient du journal, et ils ont été majoritaires sur la composition et le rôle du comité de rédaction
du journal. Ça, pour expliquer ça, en gros, il faut revenir sur ce que j'ai dit, il y avait 6 militants en exil à l'étranger. 6 militants, on peut se dire que c'est déjà pas beaucoup, quoi. C'est déjà assez resserré comme ça. Mais Lénine, avec Martov et Plekhanov, ils mènent un combat en disant, en fait, 6, c'est déjà trop pour le boulot qu'on a à faire. Et ce qu'il faut, c'est être 3 dans le comité de rédaction, si on veut être vraiment efficace. Les 3 vétérans, ils doivent quitter le comité de rédaction. Et le débat qu'ils ont avec les vieux, c'est dire, vous nous avez apporté beaucoup sur la théorie, etc. Mais la vérité, c'est que dans le boulot militant, le boulot de rédaction du journal, le lien avec la Russie, etc., c'est que nous, les 3 jeunes, Lénine, Martov et Plekhanov, qui faisons le boulot. Et donc, c'est ceux qui doivent prendre les décisions. Et donc, on passe le comité de rédaction de 6 à 3. Il faut bien comprendre que ça, c'était quand même des problèmes très très concrets. C'est-à-dire que c'était quand même des gens en exil qui vivaient à 6 à 10 000 km de la Russie, dans un même appartement. Bon, du coup, c'est pas super facile de vivre ensemble à 6 dans un appart. Et il y avait un certain nombre de querelles personnelles qui venaient parasiter les questions politiques. Et donc, alors qu'ils savaient que ça allait être très conflictuel dans le Congrès, Lénine, il a abordé de front une question qui était essentielle. C'est le personnel qui doit être subordonné aux politiques, et même si c'est désagréable, pour être efficace, il faut changer ce comité de rédaction. Alors évidemment, vu que les 3 camarades les plus anciens que les bolcheviks voulaient virer du comité de rédaction étaient très connus, reconnus dans l'organisation, ça a heurté pas mal de gens, ça a créé un problème, et c'est là que les mencheviks ont rompu en disant, ben nous, on se reconnaît dans les camarades qui sont virés du comité de rédaction, et on est en désaccord. Mais le Congrès tranche, et majoritairement, c'est la comité de rédaction à 3 qui est adopté. Et c'est la première véritable crise, là qui a une crise quand même assez importante que crée la crise entre bolcheviks et mencheviks, c'est que les mencheviks ne reconnaissent pas les résultats du Congrès, et disent, ah ben ouais, vous avez été majoritaire sur le comité de rédaction, ben si c'est ça, nous on va le boycotter, on va boycotter le travail sur le journal, on n'écrira plus aucun article, et dans la tradition qu'on est trotskiste et des marxistes révolutionnaires, on sait que Plekhanov, par rapport au rôle qu'il a joué au tout début, a joué après un rôle qui était plus négatif. Et bien c'est ce moment où Plekhanov change de camp, sur en gros ce chantage quand même en partie affectif qui a été fait par les mencheviks sur la composition du comité de rédaction. Il change de camp, voilà. Et c'est quand même un truc de fou pour les iskristes et cette génération de jeunes militants autour de Lénine. Ils sont quand même fait chier à organiser un congrès. Vous imaginez ce que ça veut dire dans des conditions de clandestinité, une organisation de malades, des liaisons clandestines, organiser le passage du journal de manière clandestine. Ils ont réussi à faire un congrès, à ne pas se faire arrêter, que le congrès prenne des décisions. Et quand ils ont réussi à faire tout ça dans un objectif de centralisation et d'avancée, ben les décisions majoritaires du congrès, elles ne sont pas respectées par la minorité. Donc c'est quand même un énorme problème. Une crise sans précédent par rapport à l'objectif de centralisation. Et là aussi, parce que le but c'est à chaque fois de voir les éléments, les leçons que nous on peut tirer pour aujourd'hui. Lénine, il n'a pas la même attitude que les mencheviks. Évidemment, vu qu'il y a de crise, qu'il n'y a plus de comité de rédaction, vu que les mencheviks démissionnent du comité de rédaction, lui aussi, il décide de démissionner pour dénoncer leur attitude et le non-respect des décisions majoritaires. Mais la différence avec eux, c'est qu'ils continuent à rédiger des articles, alors que les autres ne bossent plus du tout. Et il dit, je démissionne peut-être de la direction, mais moi je continue le taf, et à faire en sorte que le journal existe, parce que c'est tout ce qui nous permet de construire le parti aujourd'hui en Russie. Voilà.
Donc maintenant que cette division entre mencheviks et bolcheviks s'est faite, comme vous l'avez vu, sur une question d'organisation, mais au final pas sur la question dont on pense à la base, c'est-à-dire sur la composition des statuts du parti, sur lesquels les bolcheviks ont été majoritaires, ont été minoritaires, sur lesquels les bolcheviks, contrairement à ce qu'on pense, ont été minoritaires. Il y a un deuxième débat qui voit le jour, c'est un débat d'orientation, et évidemment qui est lié. C'est-à-dire qu'à partir de 1904, après le Congrès, c'est à ce moment-là que les mencheviks commencent à changer un petit peu d'orientation sur la question de la Russie et à dire que pour renverser le tsar, il va falloir en passer, la classe ouvrière est trop faible par elle-même en Russie, il va falloir passer par une alliance avec la bourgeoisie progressiste pour renverser le tsar et donc s'allier avec des partis bourgeois concrètement. Et en gros, c'est à partir de ce moment-là qu'en octobre 1904, les bolcheviks, face à cette orientation qui était complètement contradictoire avec la leur, c'est-à-dire l'idée de prendre le pouvoir aujourd'hui en se basant sur la classe ouvrière, l'idée de la scission naît avec les mencheviks, et on peut dire que le parti bolchevique naît un petit peu en 1904 dans l'esprit, même s'il n'est pas encore constitué. Il y a à la fois le désaccord organisationnel et après le désaccord d'orientation stratégique. Et c'est là qui est intéressant. Donc là, il y a tout un contexte de débat chez les révolutionnaires professionnels. Vous avez vu la chronologie. Là, on arrive en 1904. Il y a quelque chose qui va arriver juste après. C'est 1905. Et là, en gros, il y a une vague révolutionnaire qui emporte tout et qui rebat complètement les cartes de débat dans le parti social-démocrate et beaucoup plus largement, et qui fait émerger de nouvelles questions pour les révolutionnaires qui ne s'étaient pas posées jusque-là. Donc, faut voir que dans cette première vague révolutionnaire, tout n'a pas été si facile et si simple que ça pour les bolcheviks. On pourrait imaginer, vu notre histoire, que les bolcheviks en 1905, il y a eu l'émergence notamment de soviets, notamment à Saint-Pétersbourg. Évidemment, les bolcheviks se sont tournés immédiatement vers les soviets en disant que c'était essentiel. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Vu comment s'étaient organisés et structurés les bolcheviks, avec notamment une rupture avec la génération précédente qui avait connu les années 1890, etc. Ça n'a pas été immédiatement évident pour eux, cette idée de se tourner vers les travailleurs et vers les soviets. Il y a même eu un débat chez les jeunes bolcheviks sur l'intérêt des soviets et sur quelle attitude adopter. Donc, en gros, le comité de Saint-Pétersbourg, des bolcheviks, il a un débat sur comment s'adresser aux soviets de Saint-Pétersbourg. Et la première fois qu'ils se pointent à une réunion du soviet de Saint-Pétersbourg, leur idée c'est de dire, voici le programme du parti bolchevique, acceptez-le, si vous ne l'acceptez pas, on se barre. C'était open, hein, et donc, évidemment, ils se pointent, les gens ne l'acceptent pas, mais vu que c'est un amphi qui est blindé, évidemment, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se barrer. Et tout ça, ça s'explique par une génération de militants qui n'avaient pas vécu les années 90 et ce moment où les intellectuels s'étaient liés à la classe ouvrière. Et du coup, leur premier contact au moment des soviets, ils ont pris concrètement les mauvaises décisions. Bon. Suite à ça, Lénine, quand même, il leur envoie une petite lettre au comité de Saint-Pétersbourg en mars-avril 1905. Il leur dit, écoutez, vous êtes bien sympa, mais vous n'avez aucun contact dans le soviet, aucun contact chez les ouvriers. Si c'est pour faire ça, mettez-vous à l'école des mencheviks et d'abord, mettez-vous en lien avec les travailleurs. Donc il y a des équipes qui recadrent un petit peu et qui leur redonnent le bilan des leçons qui avaient été tirées par les révolutionnaires professionnels sur le lien avec les travailleurs. Ça aussi, encore, c'est pas un élément sur lequel on insiste régulièrement, de manière évidemment, mais je pense que c'est très intéressant de le souligner. Ce débat sur le soviet, il n'a pas été évident. Après, sur les comités du parti bolchevique, le fait d'intégrer les travailleurs des soviets, ça n'a pas été évident.
La première réponse des camarades, ça a été non, parce qu'ils n'avaient pas intégré le programme, donc on n'intégrait pas les travailleurs des soviets dans les comités. Et c'est Lénine qui a dû polémiquer avec eux en disant que les soviets seraient la base du gouvernement révolutionnaire, du gouvernement des travailleurs à construire, et que c'était évident qu'il fallait ouvrir tout de suite les portes du parti aux ouvriers combatifs. Donc là encore on voit un petit peu c'est quoi le rôle du parti à chaque fois de tirer l'évidence, c'est que s'il n'y avait pas eu tout ce travail pénible et constant dans l'illégalité de construction d'un parti, la tradition des révolutionnaires professionnels des années 90 qui avaient fait le lien avec la classe ouvrière et les travailleurs aurait été perdue au moment de 1905, et quand il y aurait eu la nouvelle explosion, il n'y aurait eu personne pour expliquer aux bolcheviks, cette nouvelle génération qui intervenait dans les soviets, qu'ils étaient en train de faire des conneries, et de leur expliquer comment intervenir dans cette situation en pleine vague révolutionnaire. Et donc on voit tout l'intérêt du parti comme manière de synthétiser le meilleur, chaque fois ce qu'on dit, des traditions, etc. C'est pas des trucs théoriques, parce que dans une situation très pratique, ça peut changer la situation du tout au tout. Voilà. Donc, en gros, pour voir un petit peu comme l'explosion du parti bolchevique, et à partir de tout le travail qui a été fait à partir de 1905, à quel point les bonnes décisions qui ont été prises ont permis de gagner en force. J'avais parlé d'une poignée de militants en 1903. Les évolutions de l'effectif du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, fin 1905, c'est 8400 bolcheviks. Le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, on va essayer de revoir un petit peu, du coup, à partir de cette vague révolutionnaire de 1905, l'évolution des effectifs. Donc vous avez parlé de la poignée de militants en 1903. Et là, ce que je vais expliquer, ils prennent des bonnes décisions dans la vague révolutionnaire de 1905. Et qu'est-ce qui se passe? Fin 1905, les bolcheviks, ils sont 8400 militants. C'est quand même autre chose. Dont 60% d'ouvriers d'usine, 27% de travailleurs de bureau ou de commerce. Avril 1906, il y a 13 000 bolcheviks, 18 000 mencheviks. Octobre 1906, il y a 33 000 bolcheviks, 43 000 mencheviks. Et en 1907, il y a 150 000 militants du Parti ouvrier social-démocrate, dont 46 000 bolcheviks. Il y a 1907, il y a 150 000 militants en tout du Parti ouvrier social-démocrate, dont 46 000 bolcheviks, 38 000 mencheviks, et le reste, c'est les anciens partis ouvriers sociodémocrates de différentes confessions origines, le Bund, les Polonais, les Lettons, etc. Vous voyez quand même l'explosion en termes de militants. Et ça aussi, c'est une leçon. Comment d'une poignée de militants d'une avant-garde qui prennent des bonnes leçons, qui se lient avec les ouvriers, on arrive à un parti ouvrier de masse, mais pas comme ça, mais parce qu'il y a une vague révolutionnaire. Avant la vague révolutionnaire, il n'y a aucun phénomène d'explosion dans les effectifs. Et les révolutionnaires, les communistes ne peuvent passer un parti ouvrier révolutionnaire de masse que quand on a une montée révolutionnaire. Et on voit là que c'est quand même complètement exponentiel. Donc, la première question nouvelle qui s'est posée aux bolcheviks pendant la vague de 1905, c'est comment faire face à ces nouvelles structures d'organisation aux soviets. La deuxième question, ça sera celle de l'unité. Et là, pareil, moi je pense que c'est intéressant de la voir à chaque fois que dans notre courant on parle de front unique. La plupart du temps, c'est quand même de manière assez tactique, un peu à froid, comme une unité un petit peu défensive des organisations ouvrières. En fait, la première fois que les bolcheviks ils ont été confrontés à la question du front unique, ça a été quand la vague révolutionnaire elle emportait tout, et que la question c'était la radicalisation de toute une série de gens qui étaient dans des partis ouvriers, même pas, certains pas du tout dans des partis ouvriers, qui se radicalisaient, et du coup la nécessité de l'unité, mais de l'unité offensive pour en finir avec le régime tsariste et pour faire la révolution se posait très largement. Et c'est une manière totalement différente de voir le front unique.
Alors, j'ai dit des gens qui n'étaient pas totalement dans le Parti ouvrier. Du coup, là, on va prendre aussi un épisode qui n'est pas totalement super connu. Celle du Pope Gapon. Un curé orthodoxe, Pope Gapon. C'est-à-dire que c'est un pope quand même, donc en gros un prêtre, qui se retrouvait à la tête d'une partie du mouvement ouvrier et qui lance des syndicats liés à l'État avec un prêtre, le Pope Gapon, à leur tête. Et quand même ça aboutit notamment à une manif de 200 000 personnes menée par lui en janvier 1905 qui se termine en un bain de sang. Donc vous imaginez bien que le Pope Gapon à la base il n'était pas particulièrement bolchevique ou social-démocrate ou communiste, mais suite à ce bain de sang, le mouvement qui devient militant se radicalise face à la répression. Le lendemain du dimanche sanglant, le Pope Gapon il dit que maintenant il n'y a plus de tsar, il y a seulement un fleuve de sang. Et ça l'amène à se radicaliser. Et c'est quoi la première proposition qu'il fait, vu qu'il est furieux, il est révolté, il veut en finir avec le régime? Eh bien, il propose une union de tous les partis socialistes, de tous les partis ouvriers, pour aller vers l'insurrection et abattre le régime. Donc c'est un pope, un prêtre qui propose ça. Donc c'est un pope qui propose le front unique pour préparer l'insurrection. Donc, et pour l'anecdote, Lénine a même essayé de gagner le Pope Gapon à l'époque au parti bolchevique. Et ce qu'ont fait les camarades dans cette situation, ils ont gardé leur propre drapeau, leur propre parti, mais ils ont essayé de s'engager dans cette envie d'unité de tous les partis ouvriers, de tous les partis socialistes qui venaient du mouvement et qui étaient profondément révolutionnaires et liés au désir d'insurrection. Bon, et du coup, cette ancienne question de l'unité, elle est posée d'une manière totalement différente. Et moi, je pense qu'on aura les débats en atelier sur front unique, etc. Mais c'est important qu'on ait tous en tête que le front unique, en fait, il y a la tactique de regrouper les partis ouvriers, mais fondamentalement, la stratégie qu'il y a derrière, c'est unifier notre classe pour renverser le système capitaliste. Et le front unique, la visée stratégique, c'est rassembler notre camp social pour abattre l'État bourgeois. Et que donc, profondément, nous, ce qu'on doit faire, c'est féconder le front unique de manière révolutionnaire, parce que c'est son objectif final. Il y a des textes de Trotsky où il rappelle que, quelque part, le statut suprême du front unique, la structure suprême du front unique, c'est le soviet. C'est pas tout à fait la manière dont le front unique est expliqué par nos camarades d'anticapitalistas ou de la majorité de la 4e internationale aujourd'hui. C'est important de le rappeler comme ça, parce que c'est compris comme ça qu'il s'est créé. Voilà. Et je reviendrai sur, du coup, le dernier enseignement de la révolution de 1905, c'est l'insurrection elle-même. C'est qu'en fait, l'insurrection, elle a été un échec parce qu'elle n'a pas été préparée. Ils étaient préparés à se lier avec les travailleurs, mais ils n'étaient pas préparés à s'affronter à l'État. Et dès octobre, Lénine écrit, alors je vais dire parce que c'est quand même intéressant, donc j'essaie de ne pas aller trop vite. L'objectif, c'est de dire, au final, la révolution, ça veut dire se battre physiquement. Alors ce que dit Lénine, quand il s'adresse aux bolcheviks, il dit « Formez sur le champ, en tout lieu, des groupes de combat, formez-en parmi les étudiants et surtout les ouvriers. Que des détachements soient de 3, 10 ou 30, il faut qu'ils se forment tout de suite. Qu'ils s'arment eux-mêmes sur le champ, comme ils peuvent, d'un revolver, d'un couteau,
d'un chiffon imprégné de pétrole pour servir pour faire un cocktail Molotov, que ces détachements désignent tout de suite leur chef et se mettent autant que possible en relation avec le comité de combat auprès du Soviet de Saint-Pétersbourg. N'exigez aucune formalité. Là, on retrouve l'histoire du pop. Moquez-vous de tous les schémas. Envoyez les fonctions, droits et privilèges des militants révolutionnaires. N'exigez aucune affiliation obligatoire au parti. Affiliation ou obligation au parti. Ce serait pour l'insurrection armée une revendication absurde. Et donc après il détaille, je ne vais pas tout lire, mais il dit les propagandistes professionnels doivent fournir à chaque détachement les recettes des bombes les plus simples et les plus concises, un exposé élémentaire du genre d'action militaire à fournir, et une instruction militaire. Et ensuite, les uns entreprendront tout de suite de tuer un mouchard, un indicateur de la police. D'autres feront sauter un poste de police. Les autres vont attaquer une banque pour y confisquer les fonds nécessaires à l'insurrection. Ce qui est indispensable, c'est que quelle que soit la manière dont les actions sont menées, c'est d'avoir les informations et de ne pas craindre ces tentatives d'action violentes. Elles peuvent dégénérer, et ça, c'est pas le problème tout de suite. Le problème tout de suite, ça va être notre inertie, notre raideur doctrinaire, notre immobilité. Voilà, il demande que chaque détachement militaire fasse son propre apprentissage. Cet apprentissage, il pourra sauver des centaines de milliers d'hommes au moment de l'insurrection, même si on en perd quelques dizaines sur les premières actions. Donc, même s'il en perd quelques dizaines au moment des premières actions. Et donc, en gros, pour résumer, vous voyez, ça va quand même assez loin comme manière de présenter les choses. Et encore une fois, il avait plutôt bien vu les choses, c'est-à-dire que ce travail, il n'a pas été fait en vérité au moment de 1905. Et du coup, vu que les actions violentes n'ont pas été menées, on n'a pas perdu ces quelques dizaines de camarades, mais on en a perdu des dizaines de milliers dans une répression féroce, parce que si tu oublies la répression de l'État, par contre, l'État, lui, il t'oublie jamais. Donc, le parti ouvrier, le parti révolutionnaire, c'est pas seulement aller vers les travailleurs, se lier à eux, c'est aussi un objectif, renverser l'État. Et donc renverser l'État, c'est pouvoir se battre et c'est organiser l'insurrection. Donc là, je vais aborder la conclusion. C'est une période qui est peut-être la moins connue parce que c'est la période de reflux. Donc on a les 3 leçons là un petit peu de 1905. C'est une période de reflux entre 1905 qui va remonter après jusqu'à la révolution d'octobre. L'insurrection échoue. Tous les dirigeants sont arrêtés. Vous imaginez que le moral il n'est pas au plus haut chez les révolutionnaires et chez les sociodémocrates. Le Parlement il est dissous. Il y a un nouveau Parlement qui est élu qui est beaucoup plus censitaire et qui permet même en termes de démocratie bourgeoise. Et du coup, dans une période de reflux, il y a des vieux débats qui refont surface entre révolutionnaires. Et en gros, mais c'est le moment où surgit deux groupes. Il y a un groupe parmi les mencheviks à partir de 1908. C'est ceux qu'on appelle, c'est même pas sectaire ce que je dis, les liquidateurs. Les liquidateurs. Les liquidateurs parmi les bolcheviks, c'est ceux qui vont faire l'analyse de l'insurrection en disant on commence à avoir un petit peu d'espace légal avec les sociétés de secours mutuels ouvriers, les syndicats.
faut arrêter les organisations clandestines parce que de manière on se fait massacrer. C'est ça le bilan de l'insurrection. Donc on arrête les organisations clandestines, on dissout toute organisation clandestine du Parti ouvrier social-démocrate pour se consacrer uniquement à la vitrine légale. Donc ça c'est un groupe au sein des mencheviks. Et il y a un autre groupe, une tendance autour de Bogdanov, qui était un scientifique brillant, rien à voir avec d'autres scientifiques français Bogdanov. Donc une autre tendance autour de Bogdanov, c'est la tendance gauchiste. Et cette tendance gauchiste, donc au sein plutôt des bolcheviks, les bolcheviks vont se séparer d'eux, vont se séparer des gauchistes. Ce qu'elle dit c'est, et ça aussi on connaît nous, aujourd'hui, comme on connaît les gens qui disent ne faisons que du travail de masse, pas de travail politique, un petit peu comme les liquidateurs. On connaît aussi des gens qui disent la révolution elle est au bout de la rue, l'insurrection c'est pour demain, il suffit d'y aller à fond, de manière ultra conflictuelle avec l'État, de manière ultra militaire. Et c'est ce que disaient les gauchistes, ils disaient aucune participation dans le travail légal, dans les syndicats. Le seul objectif des révolutionnaires, ça doit être le travail armé. Et avec y compris des évolutions, des dégénérations dans ce courant. Parce que bon, quand on mène seulement du travail armé, ben, au bout d'un moment, quand on braque des banques, l'objectif du braquage de banque peut s'éloigner un petit peu de l'objectif révolutionnaire initial. Donc il y a y compris une dégénérescence dans ce courant. Et face à ces deux écueils, ce qu'ont défendu les bolcheviks et Lénine, c'est de dire, évidemment il y a des structures légales, il y a des syndicats, il faut intervenir à l'intérieur, excusez-moi, il faut intervenir à l'intérieur, mais il ne faut surtout pas dissoudre l'organisation clandestine du parti. Et justement, si on intervient à l'intérieur des organisations légales, c'est avec deux objectifs. Construire le mouvement de masse pour aller vers une construction des grèves et l'objectif d'une généralisation des grèves et l'unification de notre camp social. Mais deuxième objectif, vu qu'on a une organisation clandestine, c'est recruter les militants les plus résolus au parti et à l'organisation clandestine. Donc, ni l'écueil, on fait que la confrontation avec l'État, on n'en a rien à faire des syndicats, et là-dessus on pourra tous reconnaître peut-être quand même les courants autonomes que vous connaissez bien de l'État espagnol, qu'on commence à connaître de plus en plus en France, ni on fait que du travail de masse, et le parti ça sert à rien. Des partis révolutionnaires se délimiter en tant que révolutionnaires, ça sert à rien. Des évolutions droitières qu'on connaît en partie, y compris aujourd'hui dans la majorité de la 4e internationale, secrétariat unifié. Voilà. Donc, et c'est comme ça un petit peu qu'on passe de 1905 à un parti qui à un moment se retrouve même à mener des actions derrière des prêtres, à 1912 un parti d'organisation ouvrière dirigé par les bolcheviks sur la base de cette orientation. Et sur la base de cette orientation qui est juste, les bolcheviks qui conquièrent une majorité assez rapidement. Voilà. Je vais conclure sur le bilan des bolcheviks, c'est-à-dire qu'en 1914, on se retrouve avec un journal qui est vendu à 240 000 exemplaires dans 9 444 villes en Russie. C'est quand même pas mal pour un journal illégal qui avait été lancé à la base par 6 personnes. Donc ça, c'est le bilan de toute leur politique. Et conclure sur quelques leçons. On pourra revenir sur d'autres épisodes, le bloc d'août, de Trotsky, d'autres choses. Mais je préfère terminer sur les leçons pour aujourd'hui. D'abord, la centralité de l'insurrection. Ce qui a amené cette génération de révolutionnaires professionnels à devenir marxistes, puis social-démocrates, puis bolcheviques, puis à se séparer des gauchistes, etc. Ça a été d'abord, depuis le début jusqu'à la fin, de préparer l'insurrection et le fait de renverser le pouvoir en Russie, du début à la fin. Ils ont servi à quelque chose parce qu'ils préparaient l'insurrection. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus politiquement parce qu'ils ont préparé l'insurrection. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner comme bilan? C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est pas amené à faire des camps en RDA comme les militants dans les années 70 pour se préparer à l'insurrection armée.
Mais par contre, on a des problèmes très très concrets quand on ne peut plus faire une manif en France, aujourd'hui depuis le mouvement contre le travail, sans être contrôlé ou sans recevoir un coup de matraque sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on dit, ben du coup, quand une manif est interdite, on ne manifeste pas? Est-ce qu'on dit, quand une manif, son parcours, il est décidé par la préfecture? C'est ce que nous on a appelé en France les manifs cadenassés, où tu pars d'un point A jusqu'à un point B, tu te fais contrôler pour y aller, on te confisque ton matériel, tu acceptes les fouilles, tu acceptes le trajet, tu acceptes toutes les conditions de la préfecture, ou est-ce que tu dis nous on va manifester, c'est notre droit, on n'acceptera pas les fouilles, on n'acceptera pas les contrôles. Nos dernières manifestations du Front Social, gentiment la préfecture elle a demandé à un gars que vous connaissez peut-être, Gaël Kiranta. Est-ce que vous, Gaël Kiranta, et le service d'ordre du Front Social, vous êtes prêts à nous donner vos numéros de téléphone pour que, quand on aura un problème avec des autonomes, vous puissiez, le service d'ordre, dénoncer les autonomes pour qu'on puisse les arrêter? Vous allez être étonné, Gaël Kiranta n'a pas signé à la préfecture l'idée de donner les autonomes à la police. C'est un exemple tout bête, mais c'est ce que l'intersyndicale en France n'a pas fait l'été dernier. Et ils ont accepté tous les desiderata de la préfecture créant des manifs, où même les militants syndicalistes les moins aguerris en avaient marre de manifester comme ça en cage et en étant fouillés pour manifester. Et le fait d'avoir cette politique-là, ça a permis de lier des syndicalistes combatifs de tradition stalinienne, qui n'étaient pas très habitués à se confronter avec l'État, mais qui avaient un lien avec la classe ouvrière, avec des militants autonomes qui étaient habitués à se confronter avec l'État, mais qui d'habitude travaillaient jamais avec des syndicalistes. Et c'est un petit peu ce qu'a donné le Front Social aujourd'hui. Donc, ça reste une question vraiment d'actualité. Je crois que dans l'État espagnol, vous avez été confronté, notamment sur les universités, à ces questions-là. Donc voilà, ça reste une question d'actualité. Deuxième grande leçon, c'est l'immersion dans les luttes. Sur cette jeune génération militante, sans ce lien, il n'y a pas de parti, et il y a juste un groupe d'intellectuels dogmatiques. C'est le débat sur la Constitution que j'ai détaillé. Ça, c'est très important. Voilà, le lien, et donc ça veut dire intervenir consciemment dans la lutte des classes, en essayant d'influer le cours dans la lutte des classes, saisir toutes les opportunités. Ce que disait Lénine en bilan de tout ça, c'est qu'un militant révolutionnaire, un militant bolchevique, ça ne doit pas seulement être un militant d'usine, ça doit être un militant qui doit être capable de s'adresser à toutes les classes, toutes les catégories exploitées, opprimées de la société, et être capable de se saisir de toutes les opportunités pour perturber le système, pour déstabiliser la situation politique, que ça soit dans la jeunesse, que ça soit sur les questions des femmes. Et ça a été un des bilans du débat avec les économistes. Évidemment, il y a centralité de la classe ouvrière, mais un militant bolchevique, c'est un tribun qui doit être capable d'utiliser toute question, même si elle n'est pas directement une question ouvrière, toute question de la société qui peut déstabiliser le régime. Et ça aussi, je pense pour nous, c'est quelque chose de très utile. Et dernière question, c'est la question du programme. La troisième question, c'est le fil à plomb. La question, elle est essentielle. Ça va amener à quand est-ce qu'on va rompre avec tel ou tel courant. C'est évidemment pas un texte sacré. Mais la question du programme, elle doit être structurée autour de qu'est-ce que c'est notre objectif, qu'est-ce qu'on vise. Notre objectif, c'est de doter le mouvement révolutionnaire d'un programme qui lui permette de renverser l'État bourgeois et d'aller vers une transition, la mise en place d'un État ouvrier, une transition vers le socialisme et vers une société sans classe. Et c'est ça qui doit être l'objectif fondamental. Et du coup, la discussion qu'on devra avoir aujourd'hui, c'est cette question-là. Quelle doit être, on a parlé un petit peu hier, de rediscuter d'un programme de transition. C'est quoi aujourd'hui notre hypothèse stratégique? On a des camarades avec lesquels on s'est séparés aujourd'hui, comme Anticapitalistas ou d'autres, qui disent que la grève générale insurrectionnelle, c'est plus notre hypothèse stratégique. Nous, on continue à penser que l'hypothèse stratégique, c'est la grève générale insurrectionnelle, c'est à s'affronter l'État bourgeois, c'est pas avec des combinaisons parlementaires et des combinaisons de mobilisation et de victoire électorale majoritaire. Cette hypothèse stratégique-là, c'est l'hypothèse stratégique aujourd'hui des camarades de la majorité de la 4e internationale, en partie plus ou moins formulée. C'est formulé quand ils rompent. Nous, mes camarades d'ensemble, les camarades d'Anticapitalistas, la formule. Ça, c'est pas, si on va jusqu'au bout du bout, c'est une formule réformiste radicale. C'est pas juste qu'on n'est pas d'accord. Si on fait le bilan de la révolution russe, c'est que ça marche pas.
Le gradualisme n'a jamais marché. Et c'est pas comme ça qu'on peut changer la société. Et aujourd'hui, aboutir à une société sans classe, qui abandonne toute forme d'exploitation et d'oppression. L'objectif des révolutionnaires au XXIe siècle et le débat qu'on va avoir tous ensemble aujourd'hui. Voilà.